Aujourd'hui, nous allons parler de l'individu hypermoderne. Cet individu, c'est un archétype qui montre le changement de style de vie dans notre société. Les technologies et les infrastructures disponibles évoluent à une vitesse jamais connue auparavant. Et, en toute cohérence, les relations humaines ont suivi. Dans une première partie, on va essayer de comprendre les caractéristiques de l'individu hypermoderne. Et dans une seconde partie, on va essayer de comprendre les causes. Premièrement, on peut s'apercevoir que l'individu hypermoderne, c'est un archétype qui est tiré du style de vie bourgeois. On imite le style de vie des bourgeois d'il y a 70 ans. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, par rapport à la famille nucléaire. On a vécu un passage au cours du XXe siècle où la famille traditionnelle s'est décomposée en une multitude de familles nucléaires. Auparavant, les gens vivaient dans des familles traditionnelles, donc des familles qui regroupaient les parents et les enfants, mais également les oncles, les tantes, les grands-parents, etc. Tous ces gens vivaient ensemble, étaient responsables les uns des autres. Au cours du XXe siècle, la famille traditionnelle, la famille élargie, on l'appelle aussi, s'est décomposée pour laisser place à un nouveau noyau familial qui s'appelle la famille nucléaire. Les parents sont seuls responsables des enfants, on n'est plus responsable, ou très peu, de ses grands-parents. Le problème de ce mode de vie, ça impose de n'échanger avec les autres que sur la distance. L'image est l'une des choses les plus importantes qui soit. La réputation. Donc, les amitiés, les relations entre collègues de travail, forcément se dégradent. Il y a beaucoup moins d'échanges, beaucoup moins de convivialité. Dans ce modèle, le couple est au centre. Petit à petit, on se retrouve avec des relations amoureuses qui seraient peut-être même plus de l'ordre de la stratégie. Certains diront ça a toujours été le cas. Il n'empêche que les stratégies auparavant étaient des stratégies familiales. On mariait son enfant à l'enfant de la famille d'à côté. Lévi-Strauss disait c'est pour faire des alliances entre familles. Dans les entreprises, on retrouve ce problème d'engagement. Le travail sur le long terme, le fait de définir son identité par rapport à l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est dépassé. Aujourd'hui, on définit une carrière, non pas par l'escalade des échelons, mais par l'accès aux entreprises prestigieuses. Selon son domaine de compétences, ça peut nous obliger à bouger géographiquement. Là aussi, on retrouve le concept de flexibilité. Ou alors, ça peut nous obliger à nous déclarer nous-mêmes comme prestataires de services. Dans certains secteurs, ils préfèrent être fournisseurs pour une grosse entreprise que d'avoir un contrat salarié. Eh oui, mais tout ça, c'est pourquoi ? C'est parce que le marché du travail impose une flexibilité. On peut comprendre que cette flexibilité, cette façon de conserver son image à l'abri des jugements des autres, bien c'est un moyen de domination. Au sein des emplois, la flexibilité est un moyen de pression autant pour le patron que pour le salarié. Expliquer que on s'en fiche de l'entreprise en tant que telle, que ce qui nous intéresse, c'est notre salaire et c'est, d'être en vogue, eh bien, figurez-vous que les salariés utilisent ce genre de stratagème pour faire pression sur les patrons. Idem, les patrons, en expliquant à leurs salariés qu'ils sont interchangeables rapidement, parce qu'ils n'ont pas de compétences spécifiques à l'entreprise, eh bien, on perd forcément dans la fidélité de ses salariés. Au contraire, le patron va utiliser ça comme moyen de domination pour faire accepter des conditions de travail parfois désastreuses auprès de ses salariés. Toutain et Robin concluent leur article en parlant de ce qu'ils appellent l'esprit cool. L'esprit cool qui se développe dans notre société.
c'est un état d'esprit qui fonctionne au travers du mode relationnel basé sur la distance. C'est un moyen de domination, mais c'est également un moyen d'avoir l'air cool et en vogue dans notre société actuellement. Qu'est-ce qui a fait que, en 70 ans ou en 100 ans, nous sommes passés d'un mode de vie beaucoup plus collaboratif à ce mode de vie très individualiste? Premièrement, la logique marchande repose sur le concept de l'homo economicus. L'homo economicus, c'est un fonctionnement inventé par les économistes qui voudrait que les hommes soient parfaitement rationnels et qu'ils ne cherchent qu'à optimiser leur bonheur. J'utilise le terme de bien-être pour le consommateur, donc il va chercher à maximiser son bien-être au travers de l'utilité qu'il retire des objets qu'il va le consommer, et ça va être le profit du côté du producteur. Dans la logique marchande, il n'existe que ces deux entités-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette logique, elle a été appliquée. Les personnes avaient besoin qu'on enlève certaines contraintes de leur vie. Ces contraintes, généralement, sont matérielles. Elles peuvent être aussi intellectuelles, c'est-à-dire qui nécessitent des formations, un savoir-faire et un savoir-être. Mais ça peut être des contraintes d'obligation familiale. Tout ce qui s'impose dans votre vie et qui vous empêche d'aller au meilleur endroit qui sera le mieux rémunéré, pratiquer le métier qui vous plaît et qui sera le mieux rémunéré, ce serait une entrave. Ce serait une entrave à votre bonheur. Pour lever toutes ces contraintes, il faut donc installer un fonctionnement de marché. Les échanges reposent sur l'objectif de maximiser son profit et son bien-être. Mais ce fonctionnement tend à se diffuser dans les rapports sociaux et les relations. La logique marchande appliquée aux relations, ça peut se traduire par plusieurs phénomènes. Tout d'abord, dans les relations amoureuses, si elles sont moins stables, c'est bien parce que chacun cherche un partenaire idéal. On ne cherche plus à vivre avec les défauts de son conjoint. Lorsque le conjoint ou la conjointe a des défauts qui ne nous conviennent pas, on en change. Pour ma part, ça me fait penser à un modèle de consommation. Dans le travail, c'est pareil. On cherche à fuir les contraintes et maximiser le salaire. Pour cela, on a parfois besoin de bien se faire voir. On a développé en tant que salarié des stratégies sociales qui nous permettraient de diagnostiquer qui sont dans l'entreprise les leaders et qui sont les suiveurs. Ce mode de fonctionnement, ça permet de créer des profils de personnes avec qui on peut se permettre de demander des faveurs, et un autre profil de personnes, on s'en fichera. Au sein même de son entreprise, on se retrouve à faire comme ça des déclinaisons de nos collègues de travail. Et bien entendu, l'objectif étant de maximiser le salaire, beaucoup chercheront à s'associer avec les collègues qui peuvent les faire monter dans la structure, ou alors leur trouver des clients plus prestigieux à l'extérieur. Au niveau des amis, ce sera la même chose. On cherche des amis qui nous sortiront dans les endroits les plus prestigieux. On cherche des amis qui pourront nous amuser, qui pourront nous faire bien voir, qui pourront nous faire rencontrer des gens qui nous serviront dans notre milieu professionnel également. Je sais que beaucoup pensent qu'il ne faut pas mélanger la vie privée et la vie professionnelle, mais ça se fait tout le temps. Dans la réalité, aujourd'hui, vu la flexibilité que demande la vie professionnelle, on mélange forcément. On est tout le temps en train de penser à sa possibilité de carrière. Et c'est pour ça que même le soir au bar, on peut avoir des gens qui se renseignent sur ce que l'autre fait dans sa vie pour pouvoir essayer d'anticiper un partenariat ou quelque chose. Même si c'est pas explicitement dit, bien sûr. La démarche réseau fonctionne même le soir dans les bars. Au final, les individus hypermodernes ne semblent n'être animés que par un seul but, celui de leur désir. Le problème, c'est que le désir est un objectif inatteignable. Satisfaire tous ces désirs, c'est une course sans fin. Même les économistes néolibéraux expliquaient que l'être humain a des besoins illimités.
Moi, je remplace ce terme de besoin par le terme de désir. Et nous voilà dans un paradoxe. D'une part, l'individu se doit de satisfaire tous ses désirs, d'expérimenter. Certains semblent même être une nécessité, par exemple la voiture qui était un luxe, puis un plus dans les foyers, puis actuellement on en parle comme une nécessité. Certaines expériences, au même titre que la voiture, seraient considérées comme une étape à réaliser dans la vie d'un individu. Par exemple, un individu qui se serait marié avec une partenaire et qui aurait eu des rapports sexuels qu'avec cette partenaire, on considérerait qu'il aurait raté quelque chose. Coucher avec diverses partenaires au cours de sa vie, aujourd'hui est considéré comme quelque chose de nécessaire dans la vie actuelle chez l'individu hypermoderne. Sauf que, bien entendu, ce mode de fonctionnement-là, où on se mariait, on couchait avec une seule personne dans nos vies, c'était un mode de vie de monsieur tout le monde, il y a 100 ans. Je veux dire, rares étaient les personnes qui couchaient avec plusieurs personnes au cours de leur vie. Et encore moins à ne plus se rappeler avec qui on avait couché, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Au niveau de l'amitié maintenant, la consommation de certaines substances toxiques, comme l'alcool, comme le cannabis, quelqu'un qui n'aurait pas consommé, jamais de sa vie, qui n'aurait consommé ce genre de produit, on aurait du mal à comprendre. On aurait du mal à comprendre qu'une personne ne s'expérimenterait pas dans la satisfaction de ses désirs. Cette personne, tout de suite, on va la cataloguer. On va l'imaginer coincée. On va l'imaginer manquant d'humour, étant trop sérieuse. Ce qui est énormément paradoxal, parce qu'en fait, tous ces produits sont des produits addictifs. Et par contre, celui qui tombe dans l'addiction, on se moquera de lui. Donc, l'accès à ces produits montre bien quelque chose de très spécifique. C'est que l'individu hypermoderne cherche à démontrer sa maîtrise de soi dans la consommation de ces produits. Il joue avec le feu. Ce fonctionnement-là recoupe avec la flexibilité. Celui qui en ferait trop ou qui n'en ferait pas assez serait hors compétition. Quand les personnes, arrivées à un certain âge, n'arrivent plus, entre guillemets, à suivre le mouvement, ils stagnent et ils se considèrent eux-mêmes comme non compétitifs. Ils revoient par la suite l'intégralité de leurs relations et toutes les relations qui sont conservées jusqu'à présent, soit elles se renforcent, soit on coupe les liens. C'est le fait de se ranger. D'abord fêtard, ensuite rangé. À savoir, quand on crée son identité à l'adolescence et lorsqu'on est jeune adulte, on le crée sur un mode de vie. Et ce mode de vie nous suit toute notre vie. Donc les personnes qui sont d'abord fêtards, ensuite rangées, c'est soit qu'ils n'ont pas été très fêtards, soit qu'ils le redeviendront, et que le fait d'être rangés, ça ne leur convient pas. À couper les liens, l'individu hypermoderne risque de se retrouver seul. L'individu hypermoderne et son fonctionnement ne peuvent pas tenir une société. Une société regroupe, l'individu hypermoderne sépare. Il faudra à l'avenir faire attention à reconstruire les liens entre nous, comprendre ce qui nous unit. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Et je reviens dans un mois avec une nouvelle vidéo. Merci.